Donc, pour expliquer un peu le travail qui a été réalisé, donc dans le cadre de Climaterra, dans la tâche qu'on était, donc cette tâche, elle est concernée, les instituts techniques, donc il y a pas que IDEL, mais il y a aussi, IFIP, Itavi, IFV pour la vigne Itable et Astridor pour les plantes horticoles. Et donc, concernant IDEL, on a réalisé ce travail, avec Inusis Réseau d'élevage et notamment les collègues des chambres d'agriculture. Et donc l'objectif, c'était de travailler sur des systèmes d'exploitation, donc 42 systèmes d'exploitation qui représentaient la diversité des systèmes, et des filières, donc toutes filières confondues, pour intégrer des leviers à la fois d'adaptation et d'atténuation. Donc pour faire ça, on a en premier identifié des cas types, donc cas types, hein, exploitation, modélisée, mais représentative des systèmes. Sachant que là, pour le choix des cas types, ça a été d'être complémentaire de travaux existants. Donc il y a peut-être certaines zones où vous pouvez trouver qu'on n'a pas pris de cas type et que c'est dommage, mais en fait, c'est qu'il y avait déjà des travaux qui étaient menés avec déjà des résultats disponibles. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas refait. Donc sur ces cas types, on a essayé de mesurer l'impact du changement climatique sur ces systèmes, c'est-à-dire de faire subir des aléas. Et donc là, dans la plupart des cas, on a pris l'année de référence 2022. Donc là, on n'a pas fait de la modélisation, on est plutôt parti de données historiques et de regarder en 2022 quels avaient été les impacts sur les rendements. Et donc c'est ça qu'on a impacté sur les cas types. Et donc quand on parle de cas types dégradés, c'est en gros, cas type avec l'aléa de 2022. Et une fois qu'on avait ce cas type dégradé, c'était d'identifier des leviers. Alors donc à la fois de combiner ou d'essayer de combiner adaptation et atténuation, vu que dans le changement climatique, il y a les 2. D'avoir 3 niveaux de scénario, donc en essayant d'aller crescendo en termes de complexité de mise en œuvre et d'évolution de système et de mesurer à chaque fois l'impact technique, économique et environnemental et une échelle atelier et exploitation. Donc il y a différents moyens de valorisation de ces travaux qui sont, prévus et ou en cours. Donc pour chaque, cas qui, vous est présenté aujourd'hui ou a déjà été présenté, il y aura une fiche descriptive de 4 pages, donc qui mettra un peu plus de détails, notamment sur les hypothèses que ce qui vous est présenté aujourd'hui. On va être très, synthétique. Donc il y a les webinaires, donc là on est le 4e sur les systèmes ruminants. Et donc, il y en aura alors, regardez pas trop les dates sur les suivants parce que c'est pas encore trop calé, mais il y en aura un webinaire groupé pour les filières, monogastriques, donc ça sera l'ITAVI et l'IFIP ensemble. Un autre groupé pour les cultures pérennes, donc Astrédor, IFV et un dernier pour l'ITAB, donc production biologique, sachant que l'ITAB avait 3 cas types, culture, porc plein air et ovin-viande. Et le dernier moyen de valorisation, ça sera les salons. Donc on sera notamment, à Tech au Vin, au Space, au Sommet et à Tech& Bio. Donc on passe sur le premier cas type, donc il y a un cas bovin-lait dans les Hauts-de-France. Donc j'ai réalisé ce travail avec, Anthony Chemin de la chambre d'agriculture de la Somme, qui ne pouvait pas être là, cet après-midi. Donc pour vous présenter, ce cas, donc c'est un cas donc polyculture élevage lait, c'est le cas le plus gros en termes de taille, qu'on a en termes de cas type. Donc avec 4 UMO associés, donc situé dans les Hauts-de-France, mais dans une zone de culture à très bon potentiel, où on produit donc, un peu plus d'1,2 million de litres de lait avec, 138 vaches. La SAU, elle est de 250 hectares avec 41 de SFP. Donc là, vous voyez dessous, vous avez l'assolement, donc qui est assez diversifié en termes de culture, hein, avec des céréales, du pois, du colza, des betteraves, du lin pour la partie culture de vente. Et sur la partie SFP, relativement diversifiée aussi pour la zone, je redis, avec, du maïs, mais aussi un petit peu de luzerne et des prairies permanentes. Le chargement initial, il est de 1,9 et donc le système, il a une autonomie de 93 parce que, il y a de l'achat de pulpe surpressée chaque année, voilà, ça fait partie du système. Donc ça, c'est notre système initial, heu, auquel donc, on a fait subir des aléas. Donc comme j'ai dit précédemment, c'est l'année 2022. Donc là, nous, ce qu'on a repris comme aléa, pardon, c'est une fin de printemps sec, un été sec et chaud et un automne humide. Qui fait que, la fin de printemps sec, ça pénalise surtout les maïs, après dérobé, que ça soit raigra ou métail. Il y avait des bonnes conditions de fauche précoce, mais par contre pas trop de repousse.
Il y a eu un impact sur, l'ABS et betteraves sucrières et les céréales. Par contre, pas trop d'impact sur les cultures de printemps qui étaient implantées tôt. On a un impact sur les rendements du maïs, peu de repousses estivales, donc fallait complémenter pendant l'été. Un impact sur le colza qui est implanté en été à cause du sec. Et alors on a aussi compté un impact sur le troupeau, à la fois sur la production et la reproduction par rapport au nombre de jours de canicule. Donc là, on comptait 1 litre par jour par vache de perte de production. Donc là, pour cette, année-là, on avait compté 34 jours de canicule et un décalage de la reproduction pour les vaches qui étaient mises à la repro à ce moment-là. Bon, comme on est en village étalé, l'impact était relativement limité, mais on l'a quand même, noté. Et puis l'automne, le fait d'avoir un automne humide, c'était surtout, un impact sur la qualité. Donc vous voyez à droite le tableau avec l'impact quantitatif, donc je vais pas forcément redire les chiffres, mais pour que vous voyez un peu les pertes de rendement qui ont été mis et donc qui fait que ça faisait un déficit fourrager de 152 tonnes, soit 15 des besoins, du troupeau. Voilà. Donc les 3 niveaux de scénario qu'on a identifiés, donc le scénario zéro, alors dans la plupart des cas, on est tous sur le même scénario, hein, mais c'était de dire si l'éleveur, il avait pas anticipé, il avait pas mis de pratique d'adaptation, bah, s'il y a du sec, et qu'il manque de fourrage, ben, il en achète. Alors évidemment, hein, sous réserve qu'il y ait des fourrages disponibles, mais donc là, on considère qu'il y en a disponibles. Le scénario 1, c'est que, bah, comme on a beaucoup de surface, on augmente la SFP au détriment des cultures de vente et on a rajouté un levier atténuation qui est la modification de la nature du concentré. Et en scénario, 2, en gros, on reprend le scénario 1, mais en plus, on, réduit les UGB improductifs qui permet de limiter, en fait, les besoins en fourrage et donc de limiter l'impact sur les surfaces. Et on investit aussi dans les filets pour améliorer, la ventilation et réduire, la perte de production sur, les animaux. Donc ça, c'était, voilà, les grandes hypothèses. En termes d'impact, technique, qu'est-ce que ça donne? Donc là, à chaque fois et sur tous les cas, ça sera les mêmes tableaux. Vous avez donc sur les premières lignes, ce sont, les hypothèses avec l'impact sur l'assolement, le troupeau, la conduite et ensuite les impacts techniques et vous retrouvez donc à gauche le cas type sans aléa, donc vraiment l'initiale, situation, on va dire aujourd'hui, hein et vous retrouvez donc les 3 niveaux de scénario. Vous avez à chaque fois un peu entre guillemets «le nom du scénario». Donc sur le scénario, 0, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on achète pour compenser, les réductions de production de fourrage. Donc là, on achète 152 tonnes de maïs, qui fait qu'on augmente un peu la part de maïs dans la ration, notamment parce qu'on a un peu moins de luzerne et on paye on presse aussi plus de paille, donc là qui est produite, hein, de toute manière sur la ferme, hein, mais par rapport à la baisse de paille. Qui fait qu'on baisse en autonomie, hein, là on est à 81 et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les hypothèses, on avait impacté la production laitière, donc là vous voyez on passe de 8 900 à 8 862 litres de lait par vache. Donc premier scénario. 2e, donc là où on joue sur la SFP, donc là, en fait, on va chercher à retrouver la même ration qu'initialement et donc on augmente les surfaces de luzerne et de maïs, donc là 13 hectares pour retrouver, voilà, la même ration, donc au détriment des cultures de vente. Comme il y a un impact important sur les rendements des cultures, le seul un peu levier qu'on a mis en place, c'est sur les céréales avec l'étalement des semis des céréales pour en fait étaler le risque, qui permet de pénaliser un peu moins le rendement, mais qui peut avoir des impacts notamment en termes de gestion des herbages. Et en levier, atténuation, donc on passe en 100 de tourteaux de colza, sachant qu'avant on était 70 de tourteaux de soja et 30 tourteaux de colza. Donc qui fait que dans le scénario 1, ça permet de retrouver un niveau d'autonomie plus important d'ailleurs que dans notre situation initiale à, 93. Et donc dernier, scénario, donc c'est comme le 1, sauf que en parallèle, on joue aussi sur les effectifs et là, ce qui va jouer le plus, c'est de réduire le taux de renouvellement. Donc on était à 39 initialement, on le baisse à 30. Alors évidemment, sous réserve que sanitairement ça va bien, et cetera, hein, pour pouvoir atteindre ce niveau de renouvellement. Et on baisse un petit peu l'âge au vélage. Alors ça l'impact là est relativement faible parce que je crois qu'initialement c'était 70 de vélage à 24 mois et là on passe à 80 donc c'est pas ça qui joue le plus. Donc là, ça permet de passer de 201 à 186 UGB et donc on a moins besoin de surface vu qu'il y a moins d'animaux et donc au lieu d'avoir besoin de 13 hectares, on a besoin que de 10 hectares, donc on mange un peu moins les cultures de vente.
Et pour le volet, impact sur les animaux, stress thermique, on investit dans des filets pour améliorer la ventilation et donc là, on fait l'hypothèse que ça permet de retrouver la production laitière, initiale. Et donc tout ça en termes de résultats, qu'est-ce que ça donne? Donc sur ce tableau, vous retrouvez donc sur la partie haute du tableau, l'impact carbone où à chaque fois vous avez donc calculé avec Cap2ER. Ou en haut, vous avez l'impact exploitation, c'est exprimé par hectare et en dessous, vous avez l'impact atelier, donc dans notre cas, exprimé par litre de lait vendu et donc sur la partie dessous, c'est l'impact économique et vous avez, en bas un petit encadré sur les hypothèses économiques qui ont été prises. Donc si on regarde le scénario 0, on voit que là, en termes d'émissions par hectare, on est, alors que ce soit d'ailleurs par hectare ou par litre de lait, hein, on est plus élevé, c'est du fait du poids des achats, des fourrages, enfin du poids carbone, hein, qui dégrade les performances. Et en termes d'impact, économique, on dégrade fortement, donc c'est le cas où qui est le plus, dégradé, parce que là, on a 17 000 € d'achat de fourrage. Alors sachant qu'on a fait des hypothèses de prix, mais c'est possible que dans des contextes d'années très sèches, bah, les prix des fourrages soient encore plus élevés parce que, ben, c'est encore plus rare. Et donc vous voyez là, on est à, 11 000 € de revenus, disponibles. Sur le deuxième scénario, en termes d'émissions, là, on améliore, donc bah, évidemment, il y a plus les achats et là, ce qui pèse beaucoup, c'est le passage du tourteau de soja en tourteau de colza qui est très, positif. Hem et donc là, d'un point de vue, économique, on perd, du produit culture parce qu'on a pris des surfaces en culture par, l'augmentation de la SFP. Donc là, ça fait qu'on perd 5 000 € de produits de culture. Par contre, d'avoir mis un levier là, étalement, du semis des céréales pour limiter la perte de rendement en céréales, on regagne 10 000 € par ce levier-là. Par contre, il faut avoir en tête, c'est que donc on a de la perte de produits de culture par la baisse de rendement des céréales, des betteraves, du colza et cetera. Comme sur les autres cultures, on n'a pas mis de levier dessus, on a quand même une perte de 50 000 € de produits culture, donc ce qui est pas neutre et là je le retire à la fin, mais qui pèse beaucoup sur les résultats, économiques. Hem, donc là, on voit, on a 13 000, un peu plus de 13 000 € de revenus disponibles, donc qui est mieux que les scénarios 0, mais on ne retrouve pas non plus, hein, le revenu, initial. Et sur le dernier, cas, donc je redis, hein, il y avait donc en plus de la SFP, réduction des effectifs et les filets. Donc là, c'est le scénario en termes d'émissions, notamment par hectare, qui c'est le plus, on va dire, c'est le plus intéressant, hein. Hem En termes d'économie, c'est un peu plus nuancé. Alors, il y a à la fois l'effet de l'investissement, donc là, vous voyez en annuité, ça fait, 4 800 €, par an d'annuité en plus, mais sachant que ce qu'on regagne en produit lait, c'était 2 200 €. Donc là, on a quand même un effet, de enfin, de l'annuité qui pèse. Alors après, là, on était dans un cas où en gros, il y avait un mois vraiment de canicule, donc peut-être qu'en amortissant sur plusieurs années avec des nombres de jours plus importants, ça sera plus intéressant, hein, mais voilà. Et par contre, ce qui pèse beaucoup et qui fait qu'on a un revenu aussi disponible plus faible, c'est que là, on a baissé le taux de renouvellement, donc on a moins de réformes et donc au prix actuel très, très bon des réformes, on perd 13 000 € de produits de réforme et donc dans ce dernier scénario, c'est ça qui pèse, donc c'est un peu, enfin, inhabituel lié à la conjoncture économique, actuelle. Donc un peu en bilan, en fait, là, notamment le dernier scénario, ça permet de réduire de 12 les émissions de gaz à effet de serre par rapport à la situation initiale, donc c'est plutôt intéressant. Par contre, on a une baisse de revenus qui est vraiment pas neutre et vous verrez, c'est assez, récurrent dans les autres cas, et c'est vrai que ça, voilà, on n'a pas trouvé, même si techniquement les hypothèses, ça permet de l'exploitation de fonctionner, on a, voilà, des difficultés pour retrouver un niveau économique et ça montre bien qu'il y aura d'autres adaptations, nécessaires. Donc on reste toujours dans la même région des Hauts-de-France, mais on va passer en bovin viande, avec, Étienne.
Alors Étienne, allume ton micro, on t'entend pas. Ça, voilà. C'est bon. La réponse était un peu plus lente pour l'activation du micro. Bonjour à tous, donc Étienne Valentin, conseiller bovin à la Chambre d'agriculture de l'Aisne, en charge notamment des réseaux Inosis sur le département bovin-viande. Donc, même travail sur la région, donc sur un cas type polyculteur naisseur engraisseur de taurillon, on va dire assez représentatif du secteur Hauts-de-France dès lors qu'il y a un petit peu d'engraissement. Ce cas type, un polyculteur naisseur engraisseur de taurillon, donc globalement on est à 160 hectares de SAU avec 45 hectares de surface toujours en herbe, hein, comme surface fourragère, on va dire principale, avec une quote-part de maïs en silage. Et donc sur la partie culture, globalement une rotation sur 5 ans avec un blé escourgeon en deuxième céréale, mais également une partie de betterave sucrière, du maïs en silage et du maïs grain. Donc, je l'ai dit pour la partie maïs, hein, et un peu de protéagineux récemment, donc notamment par rapport à l'adaptation PAC qui a pu apparaître. Donc, en main d'œuvre, on est à une UMO et demi, hein, dont 0,5 salariés. Ça jouera également en explication sur les résultats finaux au niveau économique, dans des zones plutôt à potentiel. Et au niveau troupeau, on est sur 65 vaches allaitantes en vélage d'hiver. Donc, naisseurs engraisseurs de taurillon. Les femelles sont finies aussi, donc 30 JB sortis par. Un système relativement chargé, notamment au pâturage l'été, où on tournait, dans le cas présent, à un petit 50 arts par UGB. Au niveau des aléas climatiques, je vais repasser rapidement puisque c'est les mêmes que pour le cas type laitier, hein, que vous a présenté Elisabeth, hein. Ce qu'il faut surtout y retenir, c'est des bonnes conditions au printemps, donc permettant les fauches précoces. Par contre, sur la fin de printemps, des impacts au niveau notamment récolte de foin et des démarrages plutôt difficiles en betterave et un peu en maïs, donc d'où les pertes de rendement envisagées. Sur l'été, c'est surtout le caractère séchant, hein, qui apparaissait, donc une faible repousse et donc la nécessité d'un besoin de complémentation qu'on n'avait pas forcément auparavant, ou très peu. On pouvait compenser avec de la paille, mais là, pour le coup, qu'il faut apporter davantage, hein. Et à l'automne, une récolte tardive, mais de qualité médiocre, donc qui peut être utilisée, mais pas forcément sur des rations hivernales, mais plutôt réutilisée les années suivantes en stock de report. Choix des leviers, donc même principe, hein, sur les 3 scénarios. Donc un premier scénario, comme on n'a pas forcément la possibilité de s'adapter rapidement, c'était on raisonne par un achat de fourrage complémentaire permettant de compenser ce qui n'a pas été produit, et avec la possibilité liée une partie de maïs grain, d'en convertir une fraction en maïs en silage, pour compenser, je dirais, sur une année les difficultés, tout en sachant qu'on n'a pas forcément les bonnes variétés dans ces cas-là. Scénario 1, donc on va essayer de jouer davantage sur les surfaces fourragères, mais avec une petite adaptation troupeau. Donc on va augmenter la surface fourragère au détriment des cultures de vente, en convertissant là pour le coup une partie du maïs grain en maïs en silage, mais avec des variétés adaptées. Également dans un contexte local où les pulpes seraient moins disponibles. Donc, on s'est mis dans un contexte d'arrêt des pulpes surpressées et d'une partie des pulpes sèches, puisque l'été, on était alimenté au niveau taurillon en pulpes sèches. Et on va jouer un petit peu au niveau du troupeau, puisque sur ce cas type, ce qui posait problème, c'était vraiment le pâturage estival, la complémentation estivale, hein, surtout en période en plus de concurrence de travaux de culture. Et donc, l'idée, c'était de repasser un sevrage un petit peu plus précoce des broutards et des broutardes, et d'alimenter davantage d'animaux au bâtiment, ainsi que la finition qui s'effectuait auparavant à l'herbe, la finir au bâtiment, et donc de jouer un petit peu avec cette possibilité d'avoir du maïs en silage supplémentaire. Par contre, ça nécessite un investissement dans un silo de report qu'on n'avait pas auparavant. Et puis, d'un point de vue atténuation, on a joué aussi sur la nature des concentrés, en passant l'ensemble des tourteaux en tourteaux de colza également. Deuxième scénario, donc là, on va jouer vraiment sur la modification de cheptel,
Et l'idée, c'est de retrouver des chargements d'été un peu plus cohérents, on va dire, par rapport aux contraintes climatiques, en baissant le chargement au pâturage et donc une réduction des UGB en diminuant le nombre de vélages, mais en gardant le même système de production. L'idée étant toujours d'avoir la même productivité de viande vive par UGB, quels que soient les scénarios envisagés. Au niveau donc assolement, donc là vous voyez dans la même présentation que précédemment, la première colonne du cas type sans aléa, le scénario 0, je dirais, donc avec les achats où on joue juste un petit peu sur ces surfaces maïs grain, maïs en silage, mais on garde ce niveau de chargement autour de 50 arts l'été, et donc une compensation par un achat d'une centaine de tonnes de foin pour alimenter totalement l'ensemble des animaux au pâturage l'été, donc davantage d'achats de foin et également de paille supplémentaire et pour intégrer dans la ration hivernale, mais aussi pour compenser une partie de la perte de paille où on perdait notre autonomie sur ce système-là. Donc, une diminution donc, du coût du chargement corrigé du fait de ces achats extérieurs. Sur le scénario 1, donc au niveau, je dirais, SFP et mise d'animaux en bâtiment l'été, donc on voit l'augmentation de la surface en maïs en silage à une douzaine d'hectares, et on repasse du coup à un niveau de pâturage, de chargement au pâturage l'été à un peu plus de 60 arts par UGB. Et donc, comme je vous ai dit, on a mis davantage d'animaux au bâtiment l'été. On en profite également pour récolter un peu d'enrubanage au printemps, profiter de cette pousse précoce pour en redistribuer une partie également, donc également l'été, pour compenser une partie du caractère séchant qui résiste tout de même. Et l'investissement autour de 10 000 €. Donc là, c'était vraiment la surface nécessaire par rapport à ce qu'on stocke en plus pour l'été. Et enfin, donc dernier scénario, la réduction du nombre de vélages. Donc cette réduction permet d'atteindre ces chargements d'été plus corrects, autour de 60 arts par UGB. Par contre, on ne change rien à la conduite technique initiale du troupeau où on reste en système naisseur-engraisseur avec les mêmes périodes de sevrage, les mêmes types d'engraissement été, les mêmes types d'engraissement derrière hiver. On récolte juste l'enrubanage au printemps et à l'automne pour pouvoir le distribuer avec les systèmes de report sur la période estivale en complément du manque de pâturage. Au niveau des leviers, donc la situation sans achat, comme précédemment, du fait d'aller rechercher un petit peu de fourrage à l'extérieur, joue un petit peu sur l'empreinte carbone et donc détériore légèrement à 0,6 kg d'équivalent CO2 par kilo de viande vive vendue. Alors que pour la situation où on rejoue un petit peu sur cette notion de changement de période de sevrage, de bâtiment l'été, etc. Donc, on maintient avec les leviers d'atténuation mis en œuvre les conséquences sur l'empreinte carbone. Par contre, la solution avec la réduction du nombre de vélages, là, on voit une première amélioration autour de 13 kg d'équivalent CO2 par kilo de viande vive, donc à peu près 4,4% de GES en moins. Par contre, au niveau économique, pas de solution, je dirais, qui permet d'améliorer économiquement, qui se fait sans conséquences économiques. Mais là, pour le coup, également avec un impact très marqué des influences des conditions climatiques sur les cultures, puisque on n'a pas fait évoluer à ce niveau-là non plus dans un premier temps. C'était vraiment de voir la conséquence au niveau du cheptel. Donc des baisses de BE relativement conséquentes, mais dans les trois solutions, quand même, celle qui jouerait le moins sur les baisses de BE serait celle justement où on arrive à sevrer davantage en maintenant un niveau de productivité et un nombre d'animaux vendus identiques. Donc là, le scénario numéro 1. Par contre, donc avec des niveaux d'annuité qui sont déjà relativement importants, qui remontent un petit peu avec l'investissement silo, qui font qu'en termes de revenus disponibles, tous les scénarios envisagés sont relativement impactés et qui poseront la question, et bien évidemment, si ces caractères séchants viendraient à perdurer sur plusieurs années consécutives, sur les stratégies un petit peu d'investissement liées à ce caractère relativement intensif de notre système. Voilà pour ma part. Merci beaucoup, Étienne. Donc, on va
changer de région et on part, dans le Grand Est avec un système bovin-lait. Donc je donne la parole à Mathilde. Donc, bonjour à tous. Mathilde Jouffroy, je suis chargée d'études en production laitière à l'Institut de l'élevage et animatrice donc, du réseau bovin-lait Grand Est Île-de-France. Et ce travail a été réalisé avec mon collègue de la Chambre de Meurthe-et-Moselle, donc Jean-Marc Zitko, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Donc nous, dans notre cas, on a choisi un cas type bovin-lait avec engraissement de jeunes bovins laitiers, donc une exploitation de 176 hectares avec 45% de SFP, donc à peu près 50 hectares de prairies naturelles et 30 hectares de maïs en silage, et puis donc 96 hectares de culture de vente. Donc c'est un système laitier avec à peu près 550 000 litres vendus, donc qui sont produits par 64 vaches laitières à 8 600 litres. Et puis donc on a donc un système robotisé et assez peu pâturant, et donc un système avec qui vend environ 27 JB par an. Donc au niveau des aléas climatiques pris en compte dans notre étude, donc, on est parti aussi sur l'année 2022 en référence pour identifier les aléas, donc en lien avec le suivi d'environ 80 fermes suivies dans le cadre des réseaux par les conseillers de la Chambre d'agriculture. Sachant qu'on a aussi un peu accentué, on va dire, cette conjoncture climatique et fourragère volontairement. L'idée étant de pouvoir avoir une prévision en prévision finalement d'aléas peut-être potentiellement plus fréquents et plus sévères dans les années à venir. Donc on est parti sur un printemps sec, un été sec et chaud et un automne humide. En lien avec tout ça, ce qu'on a pu observer sur au niveau finalement les impacts en lien avec le printemps par exemple, c'est qu'on va avoir donc une pousse de l'herbe un peu plus avancée dans la saison avec donc des fauches précoces, une mise en pâturage plus précoce aussi, donc pour les vaches laitières même si elles pâturent peu, et puis donc pour les génisses, donc avancée d'environ 15 jours. Une récolte de foin en baisse, à peu près 1 tonne de matière sèche en moins, en lien avec la fin de printemps sec. Et puis donc voilà pour la partie plutôt printemps. Ensuite en été, donc on va avoir des maïs qui vont être là lourdement impactés par l'été sec et chaud, donc qui vont perdre à peu près 36% de rendement et qui vont perdre aussi en qualité, donc moins 0,05 UF par kilo de matière sèche. On aura aussi peu de regains réalisés, donc regains seulement après fauche précoce, et puis des animaux qui seront complémentés à peu près 50 jours en pâture, donc notamment les génisses. Et puis un impact aussi sur les cultures d'hiver, donc moins 15% de rendement, et de printemps, donc moins 36% comme le maïs. Et à l'automne, par contre, on aura une récolte un peu plus tardive d'herbes de qualité moyenne et un allongement de la période de pâturage de 15 jours. Et donc voilà, vous avez les impacts quantitatifs sur la droite, et donc un déficit fourrager qui s'élève à peu près à 180 tonnes de matière sèche, soit 33% des besoins du troupeau, donc lait plus viande. Donc au niveau du choix des leviers réalisés dans le cadre de notre étude, donc pareil pour le scénario 0, on est parti sur de l'achat de fourrage, donc on va le voir après, mais achat de maïs sur pied et de foin rendu exploitation. Donc plutôt solution, on va dire, court-termiste. En scénario 1, on a une solution plutôt, on va dire, moyen terme, donc avec des améliorations, notamment en lien avec des leviers troupeaux, donc réduction du taux de renouvellement, donc ce qui va permettre d'élever moins de génisses, et plus de maïs assolé au détriment des cultures de vente. Et puis donc le scénario 2, là où on modifie de façon plus importante le système, donc avec toujours ce levier troupeau et plus de maïs assolé, ainsi que plus de prairies temporaires aussi assolées, et donc aussi l'arrêt des taurillons qui a été choisi comme levier un peu plus impactant. Donc ce que l'on peut observer au niveau des impacts techniques finalement, c'est que donc dans notre situation, dans notre scénario 0 par rapport à notre cas type initial,
Donc, c'est qu'on va avoir de l'achat de maïs sur pied et de l'achat de foin, ainsi qu'une complémentation nécessaire en céréales autoconsommées, autant pour les vaches laitières et pour les JB, donc une complémentation un peu plus importante en lien avec la perte de valeur alimentaire du maïs. En termes de troupeaux, par contre, on reste sur le même nombre d'UGB et donc sur la même productivité laitière. C'est ce qu'on a voulu conserver pour l'ensemble d'ailleurs de nos scénarios. Cet achat de fourrage va impacter largement donc l'autonomie fourragère, puisqu'on va perdre 44% d'autonomie, on atteint donc 66% alors qu'on était à 100% au départ. Mais donc un chargement technique qui reste équivalent entre les deux, entre le cas type sans aléa et notre situation 0. Voilà. Ensuite, pour le scénario 1, donc on va assoler, voilà, enfin, on est sur des leviers SFP et levier troupeau, donc on va assoler 14 hectares supplémentaires de maïs au détriment des cultures de vente. On va aussi arrêter notamment l'orge de printemps en privilégiant plutôt des cultures d'hiver qui seront moins impactées au niveau rendement. Et puis, donc, on baisse le nombre d'UGB en lien avec un taux de renouvellement qui passe de 37% à 30%. Malgré ces leviers et la diminution du nombre d'animaux, on est quand même contraint d'acheter 26 tonnes de matière sèche de foin et donc toujours de complémenter en lien avec la qualité du maïs diminué. Donc, par contre, là, on perd que 5 points d'autonomie fourragère et par contre, un chargement donc, qui passe de 1,46 à 1,15 UGB par hectare de SFP. Et donc, pareil pour les cultures de vente, on perd quand même quelques hectares en culture de vente, puisqu'on passe de 96 à 82 hectares. Et donc, pour notre scénario 2, avec donc notamment l'arrêt, les mêmes leviers qu'auparavant, mais avec introduction de prix temporaires en parallèle et l'arrêt des taurillons. On va aussi impacter donc le nombre d'hectares en culture. On perd 9 hectares de culture de vente. On va baisser de 25 UGB. Et donc, par contre, là, on pourra retrouver notre autonomie fourragère en lien avec la forte baisse du nombre d'UGB et un chargement qui atteint 1,03 UGB par hectare de SFP. Donc ensuite, au niveau environnement et économique, ce que ça va donner, donc c'est que dans un premier temps, dans notre scénario, avec achat, on va voir qu'il va être lourdement impacté, que ce soit au niveau de l'exploitation, au niveau de l'atelier lait, par rapport aux émissions, en lien avec l'achat de fourrage. Ce scénario-là va être aussi impacté sur la partie revenus disponibles, puisqu'on on est à 32 000 euros de revenus disponibles contre 50 000 dans notre cas type sans aléa. Donc là, pour le coup, je partage ce qui a été dit auparavant, c'est que on va le voir avec nos différentes simulations, mais on retrouve jamais notre niveau de revenu disponible initial. Ce qui va impacter notamment le produit, c'est la baisse de rendement de culture autant d'hiver que de printemps. Et puis donc les charges opérationnelles vont aussi augmenter en lien avec plus d'orge autoconsommées pour complémenter donc les animaux. En scénario 1, avec l'augmentation de la SFP, finalement, là, on va pour le coup diminuer notre empreinte au niveau nos émissions, au niveau de l'exploitation, mais un peu augmenté par rapport au cas type sans aléa au niveau de l'atelier lait. Donc, la baisse au niveau de l'exploitation, notamment par rapport au scénario 0, elle sera permise par la baisse du nombre d'UGB improductifs. Et ensuite, au niveau des produits, donc on voit qu'on arrive par rapport au scénario 0 à augmenter de 2500 € notre revenu disponible par UMO exploitant. Donc en lien avec l'achat de fourrage qui va beaucoup moins pénaliser forcément les charges opérationnelles, mais par contre la baisse des cultures de vente qui va elle impacter les produits de l'exploitation. Et donc en scénario 2, on voit que c'est le scénario qui est le plus intéressant d'un point de vue impact carbone, puisqu'on baisse les émissions brutes par hectare au niveau exploitation et on augmente aussi la partie stockage en lien avec les prairies temporaires, l'implantation de prairies temporaires.
Néanmoins, en lien avec le cours de la viande, puisqu'on a pris une conjoncture économique 2023, on voit qu'elle est d'autant moins intéressante, cette simulation, que le scénario 0 avec achat de fourrage, en lien avec l'atelier JP qui est supprimé, donc le produit lié à l'atelier viande qui n'est plus présent sur l'exploitation. Merci beaucoup Mathilde. Donc on passe au dernier cas, donc toujours dans le Grand Est et cette fois-ci en filière bovin-viande. Donc Laurence, je te laisse la parole. Oui, merci. Donc Laurence Etchevarria, de l'Institut d'élevage, je coordonne l'équipe Grand Est Île-de-France en filière bovin-viande. Donc on a travaillé avec Emeline Yvon et puis Fanny Mézot sur un cas type donc de polyculture élevage du Grand Est. Donc ce cas type, c'est un atelier en fait orienté vers le naissage avec finition des femelles à l'herbe. Sur cette exploitation, donc on a 1,3 UMO, dont un salarié pour un tiers de temps. C'est une ferme qui est située sur un potentiel de culture moyen, hein, c'est-à-dire 70 quintaux de blé à la base, et avec un troupeau allaitant en fait, qui valorise les surfaces en herbe qui ne sont pas retournables. Le troupeau, donc on a 50 vélages sur des vélages d'automne-hiver, et au niveau des produits, donc on a une production de 12 génisses finies à l'herbe et la vente de 28 broutards. Donc pour un atelier qui sort donc 26 tonnes de viande vive par an et une productivité animale donc autour de 310 kg de viande vive par UGB. Au niveau des surfaces, donc on a une surface agricole de 140 hectares, dont à peu près la moitié en surface fourragère. Donc au niveau de l'assolement, hein, donc essentiellement au niveau surface fourragère, des prairies permanentes et puis un peu de luzerne fourrage. Et puis donc au niveau de l'assolement en culture, donc pour à peu près la moitié de la sole. Le chargement donc sur ces surfaces fourragères, il est un petit peu moins de 1,2 UGB par hectare de SFP, on est à 1,17. Et c'est un système qui est complètement autonome au niveau de la production fourragère et dans le fonctionnement même un peu du CATIP. On a même un peu de sécurité fourragère en fait insérée dans le CATIP, mais c'est un système autonome. Alors au niveau des aléas climatiques appliqués, donc comme tout à l'heure pour la filière lait, hein, on est parti donc sur les impacts de l'année 2022. Où on s'est basé, on a posé des hypothèses interfilières hein, sur les 3 réseaux ovins, bovin-lait, bovin-viande, avec donc au niveau des aléas, ce qui concerne plus particulièrement le cas type viande, hein, ça va être autour, donc on n'a pas de maïs, hein, donc ça va être autour de l'herbe, avec une baisse de rendement de 12% sur les fausses précoces, un rendement en foin aussi qui est pénalisé de façon un peu plus importante, autour de 25%, et puis une mise à l'herbe avancée. Donc ça, c'est ce qu'on a appliqué au niveau du CATIP. Par contre, c'est beaucoup conditionné à la notion de portance des sols qui, dans nos zones, voilà, ça peut être éventuellement un facteur limitant dans ces impacts qui ont été appliqués. Au niveau des cultures, donc c'est les mêmes impacts que cités précédemment. On a aussi un affouragement du troupeau sur la saison estivale sur 45 jours et un allogement, pareil, si la portance est là, un allogement de la période de pâturage à l'automne et la possibilité éventuellement de mettre en place des regains en fin de saison aussi. Donc vous avez là les impacts quantitatifs hein, au niveau des différents paramètres et puis pour un déficit fourrager sur le troupeau, donc estimé à 30 tonnes de matière sèche, ce qui correspond à peu près à 16% des besoins. Au niveau des leviers, donc comme pour tout le monde, hein, donc achat de fourrage au niveau du premier scénario. Donc cet achat de fourrage, il peut être fait avec soit de l'achat de 30 tonnes de foin complètement, mais ça peut être pas forcément très disponible si on est sur des années de sécheresse. Et on peut aller, donc comme c'est un système de polyculture élevage, on peut aussi aller vers l'utilisation de la paille de l'exploitation avec des céréales et l'achat de tourteaux de colza en complémentation.
Donc nous, on a choisi, là, vous verrez après, pour simuler, on est parti sur une situation plutôt avec moitié d'achat de foin et moitié d'utilisation des céréales et de la paille. Le deuxième scénario, donc en jouant sur les surfaces, ça va être une extensification. Donc oui, un préalable, c'est qu'on a un objectif de maintien des performances animales au niveau du troupeau et de la production de viande au niveau de la ferme. Donc on a plutôt choisi d'augmenter la surface fourragère du coup au détriment des cultures de vente, plutôt que de baisser en fait le nombre de vélages sur l'exploitation ou d'arrêter l'engraissement éventuellement des femelles. Mais ça aurait pu être aussi une autre solution d'extensification. Cette augmentation de la SFP, on a fait le choix donc de la faire sur le fait de remettre plus de luzerne dans l'assolement, qu'on en avait déjà un petit peu. Dans l'assolement culture, il y avait aussi du maïs grain, donc on pourrait aussi jouer sur le levier en fait d'ensiler le maïs. Ça pourrait être aussi une solution, en sachant que notamment une solution en faisant un silo de report, mais ça pose quand même le problème après de la mécanisation et de la distribution qui n'est pas forcément adaptée sur l'exploitation. Donc nous, on est resté sur la luzerne et on n'a pas sur les structures, on n'avait rien au niveau de l'ensilage, on n'avait pas d'ensilage d'herbe non plus avant, on est tout en enrubanage. Le dernier scénario, c'est l'avancement des vélages pour sevrer plus tôt. Donc là, on joue sur la conduite du troupeau. Et donc, ça permet de sevrer plus tôt, d'avancer les ventes et de décharger les pâtures, pour notamment en amont du creux estival. Mais ça nécessite quand même une légère augmentation de la SFP pour réussir quand même à boucler le bilan fourragé. Alors, au niveau donc des aspects un peu plus techniques, donc vous avez les différents scénarios à partir du cas type initial. Donc au niveau de l'assolement, on retrouve au niveau de l'achat, ça ne change rien au niveau des surfaces. Au niveau de l'extensification, donc on passe de 51% de la SFP dans la SAU à 54% avec une plantation donc de 4,5 hectares de luzerne supplémentaire. Et puis, pour le scénario donc, où on sèvre plutôt, enfin, on a les vélages avancés, on sèvre plutôt, on a quand même obligé de boucler le bilan fourrager avec une plantation de 1,5 hectare de luzerne en plus des 3,5 hectares qu'on avait déjà dans le scénario, dans le cas type initial. Les céréales autoconsommées, donc la part de céréales autoconsommées augmente notamment parce qu'on a réduit assez fortement les rendements des céréales du fait de l'aléa climatique. Et puis, on a aussi un peu les rations qui sont revues en fonction du système fourrager qui évolue. Donc, le troupeau, c'est le facteur qui joue le moins, puisque c'était l'objectif de maintenir son fonctionnement au moins pour les 2 premiers scénarios. Et donc, dans le dernier scénario, on a juste la date de vélage, donc qui est avancée d'1 mois et demi. On passe du 22 novembre au 4 octobre pour la date moyenne de vélage. Donc, au niveau de la conduite des animaux, on achète donc 30 tonnes de matière sèche de fourrage supplémentaire, comme je vous l'ai dit, avec une combinaison possible de paille et de concentré. Et puis, dans le scénario donc troupeau, on vend les broutards et les génisses en juin, donc avant vraiment le gros creux au niveau des pâtures. Et par contre, la contrepartie sur ce type de système avec des vélages avancés, c'est qu'on a besoin de plus de fourrage récolté et stocké. C'est des besoins donc de fourrage hivernaux qui sont augmentés. Voilà. Le fait d'avoir avancé les périodes de pâturage, enfin d'avoir augmenté les périodes de pâturage, ça nous permettait justement de réduire un peu l'impact qu'on avait du déficit fourrager. Là, le fait d'avancer un peu les vélages, ça nous contrecarre un peu ce gain qu'on avait. Au niveau de l'autonomie fourragère, donc comme je vous dis, on avait un cas type initialement qui avait une certaine marge de sécurité pour pouvoir couvrir un gros aléa à peu près tous les 3 années. Donc là, dans les simulations, l'objectif, ça a été au maximum de revenir à 100% de sécurité fourragère au moins.
Donc, dans le premier cas, comme on achète, on compense en achetant, forcément, on retrouve nos 16% de perte de fourrage. Voilà, on n'est plus qu'à 84% d'autonomie fourragère. Et les deux autres scénarios, on remonte donc à une autonomie de 100%. Ce qui fait, voilà, au niveau de nos chargements corrigés, le scénario, donc comme on corrige en fait à la fois des stocks et puis des ventes ou des achats de fourrage, on a effectivement un chargement inférieur parce qu'on a de l'achat dans le scénario 0 et on a une extensification donc dans le scénario 1 puisque c'était sa base et on revient au même niveau de chargement dans le dernier scénario. Et la productivité est identique. Je vais laisser la parole à Fanny Mézot, donc la collègue de la Chambre d'agriculture de la Meuse pour les aspects CAP 2ER. Ok, merci Laurence. Donc par rapport à l'aspect carbone, le CATIP sans aléa, à l'initial, était déjà un CATIP bien optimisé par rapport à son empreinte. En fait, si on regarde, il y a déjà 700 kg d'équivalent CO2 en moins par rapport à la moyenne qu'on peut observer sur les exploitations similaires. Ensuite, par rapport aux différentes simulations, en fait, on s'aperçoit que l'empreinte est réduite sur le scénario SFP. Ça vient effectivement du fait que de la luzerne a été réimplantée dans le système et qu'à l'échelle de l'exploitation, la situation au niveau de l'azote a été réduite du fait des 4,5 hectares de luzerne. On rebascule moins d'azote sur le système grande culture. Également sur le système sur les concentrés, les quantités de concentrés, on a des quantités qui diminuent sur l'aspect correcteur et une meilleure autonomie. Et du coup, c'est pour ça que sur le système SFP, l'empreinte diminue par rapport aux autres qui sont sensiblement équivalents au CATIP sans aléa. Voilà ce que je peux vous dire pour l'empreinte. Du coup, je vais continuer sur les impacts économiques. Donc, l'impact économique au niveau de l'atelier viande, il est assez faible. En fait, ça joue surtout sur les aspects coûts d'alimentation. Donc, on a une vingtaine d'euros de moins sur la marge brute au niveau du scénario avec achat ou aussi du scénario avec avancement des vélages. Et par contre, on est à peu près à la même marge économique pour l'extensification. L'impact économique, il se fait aussi beaucoup en fait sur l'atelier culture, on a beaucoup moins de produits sur cet atelier culture. Donc au niveau des leviers, on n'a pas appliqué de levier sur l'atelier culture, mais si on a par contre regardé si on applique des leviers qui n'entraînent pas de charges supplémentaires et qui nous permettent d'atténuer la baisse sur les rendements céréales, par exemple de 5 quintaux sur les céréales et de 3 sur le colza, ça nous fait en fait un produit culture qui remonte de 7 000 euros. Donc voilà, toutes choses égales par ailleurs au niveau des charges, ça réaugmente aussi donc le résultat de 7 000 euros. Donc le BE, donc le CATIP initial dans sa situation 2023 au niveau économique était déjà assez tendu, notamment du fait de l'impact des intrants cette année-là. Sur les années précédentes, là, le BE 2023, on est à 48% seulement de l'EBE 2022. Donc voilà, on avait aussi une situation, il faut plutôt regarder les évolutions interannuelles, enfin inter-scénarios que le résultat en soi. Mais voilà, comme ça a été dit précédemment, en partant de ces CATIP déjà un petit peu optimisés, on n'arrive pas à revenir à des niveaux de BE initiaux. On perd autour de 40% de BE par rapport au CATIP initial, quel que soit le scénario envisagé. Et puis donc c'est essentiellement les pertes de produits sur les cultures du fait des impacts déjà directs et puis indirectement après au niveau des leviers quand on réimplante de la surface fourragère, c'est des cultures de vente en moins, on utilise un peu plus aussi de culture et de paille pour l'atelier viande, donc tout ça fait effectivement pas mal de pertes au niveau de l'atelier culture.
Voilà. Merci beaucoup Laurence. Donc on a fini là le tour des 4 cas types, donc STEM, polyculteur, éleveur de plaine. Donc un peu pour faire une analyse transversale, sachant qu'elle concerne ces 4 cas types, mais aussi tout ce qu'on a pu voir sur les 3 webinaires précédents. Donc vous l'avez vu là, dans la plupart des cas, en scénario 0, c'est l'achat de fourrage, et on voit que c'est à la fois un levier que c'était un levier de non d'adaptation, parce qu'il y a quand même un peu l'hypothèse de dire que les fourrages en plus seront disponibles, mais que c'est impactant d'un point de vue économique et environnemental, et donc c'est pas une solution viable. Et donc qu'il y a un peu deux voies d'adaptation possibles qui sont cumulables ou pas, hein. C'est d'un côté l'augmentation de la SFP, donc là on est dans le cas où on a des cultures de vente où on peut prendre dessus, et ou de la diversification fourragère au sein de la SFP, que les deux sont possibles. Et autre voie additionnée ou pas, hein, mais l'optimisation du troupeau. Donc là, on a parlé de taux de renouvellement, on a parlé modification date de vélage ou de sevrage, etc. Donc ça, c'est assez commun à tous les cas. Les points de vigilance importants, c'est que là, comme le travail a été fait sur des cas types et que les cas types sont dans leur conception des systèmes techniques optimisés, on ne couvre pas les leviers et marges de manœuvre existants liés à la maîtrise technique. Et donc, l'exemple numéro 1, c'est des systèmes qui déjà aujourd'hui ne sont pas autonomes de manière structurelle et problématique. Et donc, il y a déjà ça en termes de levier, tout simplement. Et ça, voilà, on ne l'a pas exploré parce que là, nos systèmes sont déjà bien optimisés initialement. Et l'autre point, c'est aussi de prendre en compte les installations parce qu'en fonction de ce qu'on a déjà sur les fermes, ça peut nécessiter, en fonction des leviers, des investissements supplémentaires. Là, on a parlé par exemple sur du stockage de fourrage si on dit qu'on fait plus de récoltes. Si on dit qu'on veut faire plus de pâturage ou du pâturage plus tôt, peut-être des chemins mieux aménagés, etc. Donc là, nous, pas forcément plus ou moins comptabilisé en fonction des cas types parce que ça dépendait de la situation initiale, mais donc c'est important à avoir en tête. Et dans les limites du travail, il y a notamment l'impact travail qu'on n'a pas chiffré parce que c'est compliqué d'avoir des références fines par rapport à impact précis d'un levier. Mais il faut avoir en tête que globalement, c'est soit plus de travail et ou une répartition différente sur l'année et ou plus complexe. Enfin, voilà, ça dépend un peu des cas, avec des fois différents types, plus de types de cultures, plus de récoltes, peut-être plus de semis, de distribution, etc., hein. Puis aussi, peut-être en plus de volet travail, aussi des nouvelles compétences à acquérir, voilà, sur la conduite de nouveaux fourrages, par exemple. Alors, la difficulté d'évaluer l'impact sur les animaux. Donc là, c'est vrai que vous avez eu un cas où on avait pris en compte l'impact, mais c'est le seul cas dans tous ceux qui ont été travaillés où ça a été fait, parce qu'aujourd'hui, on manque de références chiffrées sur l'impact production et encore plus sur l'impact reproduction. Et dans les différentes filières, là, on en a un peu plus, c'est en bovin lait, mais c'est encore moins le cas dans les autres filières, qui fait que, comme là, on a des difficultés à l'évaluer l'impact dans le système sur les animaux, et la contrepartie, c'est qu'on met peu de leviers d'adaptation, notamment sur les bâtiments, alors que voilà, c'est des leviers qui existent, sans forcément aller jusqu'à de la ventilation, mais il y a des étapes à faire avant, mais voilà, on l'a peu abordé. Mais je fais une petite parenthèse, dans le cadre de Climatera, il y a eu un webinaire par les collègues sur les leviers d'adaptation bâtiments liés au stress thermique. Donc, si jamais voilà, ça vous intéresse, ce point particulier qu'on n'a pas trop abordé. Alors, la question de l'irrigation, alors question déjà, est-ce un levier ou pas, hein, mais qui est aussi fonction du contexte et de la zone. Donc, on a un cas type en Caprin qui avait mis en place le levier irrigation. Et puis, dernier point, c'est que là, on vous a illustré l'année 2022, donc qui était une année sèche. Donc, on a commencé ce travail il y a un an et demi. Bon, depuis, ça serait pratiquement bien de faire aussi l'exemple d'une année très humide comme l'année dernière pour voir est-ce que là, les scénarios qu'on a fait, est-ce que ça permettrait aussi de s'adapter? Peut-être pas. Enfin, voilà, les années vont se suivre, mais pas se ressembler. Donc, il y aurait encore d'autres choses à tester. Donc un peu dans les idées clés à retenir, donc il y a 3 voies d'adaptation possibles, accumulées ou pas.
La diversification du système fourrager ou l'optimisation agronomique, donc plutôt le volet surface, l'optimisation du troupeau et puis, l'extensification structurelle, donc augmenter la SFP par exemple ou tactique avec des cultures à double fin. Étienne a donné l'exemple, du maïs. Je le redis, ça couvre pas les marges techniques existantes dans les fermes. Donc là, c'est sur vous quand vous discutez avec des vrais éleveurs et pas des cas-types, il y a peut-être d'autres choses aussi à discuter avec eux. Mais là, on voit bien que les scénarios qu'on a travaillés, ça demande, des fonctionnements différents, avec souvent de la complexification, de la diversification, des systèmes. Une gestion annuelle différente, avec, des stocks pour l'hiver, ça on avait l'habitude, mais aussi des stocks pour l'été, à contrario, d'essayer d'optimiser les nouvelles fenêtres de pâturage, donc en essayant de pâturer plus tôt en saison, plus tard en saison, voire même en hiver. J'ai eu l'exemple la semaine dernière d'engraissement de vaches allaitantes dans le Cantal, à l'herbe, l'hiver, en pâture. Voilà, donc tout est tout est possible. Hem Et donc, là, le choix a été fait de simuler l'impact d'une année chaude et sèche assez marquée et voir en fonction des cas un peu extrêmes. Et c'est vrai qu'on a peu fait là dans les scénarios, mais qui serait complètement possible. C'est de dire là, on a fait le cas d'une année extrême, mais de se dire, les meilleures années, on fait du stock et c'est de la sécurité pour, les années plus difficiles. Par contre, ça veut dire qu'on a la capacité de stockage, question du maintien de la qualité des fourrages, et cetera. Et le dernier point qui est vraiment limite le plus important, c'est que là, on a vu que malgré les scénarios qui techniquement sur la partie élevage permettent de retrouver un équilibre, une sécurité fourragère, on ne retrouve pas l'équilibre économique initial. Alors le point important qui, répond en partie là à une question qu'il y avait dans le chat et qui est très important pour tous les cas que vous avez vus aujourd'hui, c'est que là, on était vraiment sur des cas polyculture élevage, donc avec un poids des cultures important dans le produit. Et vous avez vu qu'il y avait des impacts, de perte de rendement assez importants et on a comme on est plutôt élevage, on a peu ou pas mis en place de levier d'adaptation sur les cultures. Qui fait que là, dans la perte économique, ça vient en grande partie, de la perte de produits de culture et qui explique aussi qu'il y avait la question de pourquoi on a un impact économique plus important là sur nos cas que sur, d'autres vus précédemment, mais c'est notamment, pour ça. Malgré donc ça, c'est un point, voilà, à avoir en tête. Malgré tout, sur tous les cas qui ont été faits, donc aujourd'hui, mais les fois précédentes, on voit qu'on ne retrouve pas, voilà, un niveau de revenus d'une année comme, maintenant, on va dire, hein. Et on voit que alors même si là, c'était une année extrême et c'est de se dire: «Au plus bas, c'est peut-être ça et après ça sera un entre-deux», on voit que ça veut dire qu'il va y avoir quand même plus de yo-yo et globalement plus de fragilité économique des exploitations et donc peut-être d'avoir différentes stratégies, notamment sur, l'endettement pour garder, voilà, une marge de sécurité plus importante que, ce qui existe aujourd'hui, sur les exploitations. Donc un peu voilà. Alors il y avait une question générale qui s'appliquait à pour tout le monde, donc la question ouverte aux collègues qui voudront y répondre. Une question sur le plan purement économique et avec les évolutions climatiques envisagées dans chacun des cas types, serait-il plus rentable d'augmenter les cultures de vente et de réduire l'activité d'élevage? C'est vrai que là, comme nous, on a accès à l'élevage, on a plutôt pris l'option, on on maintient l'élevage, voire on l'augmente. Laurence, ouais, tu veux répondre? Compléter, parce que tu as déjà apporté des éléments de réponse et je voulais juste compléter par le fait que en fait cette option-là, elle pourrait être traitée notamment si on est sur des fermes très intensives et où le système fourrager ne serait pas du coup peut-être pas autonome et avec si elles sont pas autonomes avec des approvisionnements alimentaires voilà, qui sont peut-être à améliorer ou qui ne sont pas forcément un système fourrager global peut-être pas très cohérent par rapport à un système très, très intensif. Là, ça peut peut-être être un levier, mais on est dans l'optimisation et de remettre en cohérence ces aspects-là. Après, sur des fermes où on a déjà une certaine cohérence en fait du fonctionnement troupeau surface, on l'a déjà fait plusieurs fois. On avait fait des plaquettes lors des premières sécheresses, là, vers 2019, où on avait testé au moins en bovin viande, en tout cas, la baisse du cheptel, la baisse du nombre de vélages. Et c'est pas une solution
économique en fait qui est très favorable non plus. Et là, avec une situation actuelle aussi au niveau des prix de la viande actuelle, voilà. Mais pourquoi pas y réfléchir dans des situations moins optimisées que nos cas types, effectivement. Ponctuellement, ça peut être à voir. Réduction, peut-être, voilà, soit des vélages, soit de la finition, si on n'est pas non plus très cohérent au niveau de la finition et du système fourrager ou des ressources alimentaires possibles. Des fois, on peut avoir des achats, mais de ressources alimentaires qui sont à bas coût et qu'on a quand même quelque chose de cohérent au final, quoi. Mais... Ok, merci beaucoup, Laurence. Alors, il y avait une question. Alors, je pense qu'elle... Oui, Étienne, tu voulais compléter, pardon? Ouais, je voulais juste compléter. Ouais. Par rapport à cette question-là, par rapport à la sécheresse, on voit que les cultures sont tout autant impactées, si ce n'est peut-être même plus dans certains, enfin, notamment dans le secteur Hauts-de-France, enfin, dans les zones à très haut potentiel, où on se rend compte que le différentiel sur l'activité économique de cette perte de potentiel joue peut-être même plus si on n'est pas capable de mettre en œuvre de solutions également sur la partie culture, et que dans un contexte peut-être plus humide comme l'année dernière, dans des secteurs où les cultures ont pris très cher, je vais dire en termes de rendement, etc., l'activité d'élevage contribue, dans le contexte actuel économique, en termes de conjoncture élevage, quand même à maintenir les résultats au niveau de ces exploitations de polyculture élevage. Donc, je ne suis pas certain non plus que augmenter la part de culture de vente, ça dépend des secteurs, mais dans des secteurs comme en Hauts-de-France, soit vraiment possible, tout en sachant que les marges de manœuvre seraient réduites, puisque ce qui reste en herbe, généralement, c'est ce qu'on ne peut pas remettre en culture. Ouais. Ok, merci beaucoup. Alors, Étienne, une question peut-être aussi. Alors, pour toi, je crois que la question est arrivée entre nous deux, donc peut-être tu peux, si tu veux répondre, puis si je peux compléter, si jamais. C'était une remarque de quelqu'un qui disait qu'ils avaient testé des prairies sous métal immature ainsi que des luzernes avec succès. Alors, est-ce qu'on l'a fait, ou est-ce que c'est des choses qui se font sur nos zones? C'est des choses qui commencent à se faire, que ce soit pour les luzernes ou pour les prairies sous métal immature, prairies temporaires notamment, ou des trèfles sous métal immature. On a même des plateformes d'essai qui se mettent en œuvre, nous, au niveau du département de l'Aisne, à ce sujet-là, avec des succès, on va dire pour l'instant, relativement pareil, qui oscillent aussi suivant les années. On en est dans les prémices. Ça peut être des solutions dans des zones peut-être à potentiel un petit peu moindre, sachant que sur des zones peut-être un peu plus argileuses qu'on peut avoir aussi, tout ce qui va être luzerne, etc., sont un peu plus compliqués au regard d'autres cultures fourragères qui même, notamment le maïs en silage, qui même impactaient, je pense notamment au secteur tirage-chavenois, là, même impactés par de la sécheresse, restent toujours meilleurs que les luzernes qu'on peut essayer, quoi. Et c'est vrai que, comme l'a dit Étienne, c'est très lié à notre contexte chez nous de rendement. Enfin voilà, le maïs, c'est entre, tu lui rediras, mais peut-être 15 et 18 sur les meilleures zones. Donc c'est vrai que même si on a des baisses de rendement, pour le moment, ça reste toujours plus intéressant. Mais je redis, je pense que par rapport à d'autres zones, c'est lié à notre contexte de très bon potentiel et donc de rendement encore très bon. Alors, il y avait une question, alors ça concernait nos deux cas types avec Étienne, où tous les deux, on a travaillé sur changer le type de concentré là, de soja vers colza. Donc ça, c'est que c'est un levier atténuation carbone. Donc pour dire l'impact, donc c'est que le tourteau de colza a un impact en termes d'émissions moins important que le tourteau de soja issu de la déforestation. Donc pour dire, pour le même apport protéique, on divise par 3 l'impact en termes d'émissions, donc c'est pas neutre. Donc voilà, parce que pour rappel, dans les simulations, on devait travailler sur des leviers atténuation et adaptation. Une question pour, je crois que c'était Étienne. Tu avais indiqué 1 tonne d'herbe en moins. En termes d'impact là des aléas, en pourcentage, ça représentait combien? Ou je ne sais pas si tu te souviens quel est le rendement initial pour se rendre compte en termes d'impact, ce que ça représentait. Sur les cas types Hauts-de-France, généralement, on tourne à 8 tonnes de matière sèche sur les prairies. Donc, ça fait 12,5%, 1 tonne de moins. Okay.
Il y avait une question là sur le premier cas que j'ai présenté, sur quel niveau de THI on a pour la trentaine de jours de canicule en 2022. Alors pour se simplifier, c'est pas forcément méthode correcte, mais pour se simplifier, on n'est pas parti sur les THI, mais juste sur la température, hein, donc sans prise en compte de l'humidité. Et donc de tête, alors je fais ça de tête parce que là tout de suite je ne retrouvais pas, mais je ne sais plus si on avait pris au-dessus de 32, il me semble, degrés, ou 30, voilà, je ne sais plus exactement. On avait pris le nombre de jours déclarés canicule sur Météo France, en fait, tout simplement. Mais voilà, idéalement, effectivement, il faudrait plutôt prendre le THI. Je regarde juste, il me semble qu'on a fait à peu près le tour des questions. Tac, tac. Ouais, ben, je pense que c'est bon. Jérémy, est-ce que tu peux me remettre juste sur les résultats du quiz pour revoir le... Ouais, voilà. Donc, c'était juste pour, voilà, pour montrer les résultats du quiz. Donc, 36% d'entre vous sont tout à fait satisfaits de ce qu'on vous a présenté, et puis 21% où il manque des choses, et on a un petit 4% où vous attendez autre chose. Donc, on a eu 17 là, recommandations sur d'autres choses à travailler, donc on lira tout ça attentivement. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Donc, tous les présentations, les fiches, etc. seront mis en ligne sur le site d'IDEL. Ah oui, je vois que j'avais oublié, excusez-moi, une petite question sur l'investissement en filet, pourquoi pas dans toutes les simulations. C'était comme c'était un gros investissement, on l'a mis dans le dernier scénario qui était le scénario le plus complexe, et aussi en termes de changements à mettre en place, donc c'est ça qu'on l'avait gardé pour le dernier scénario. Voilà. Donc voilà, donc vous retrouverez, alors je regarde juste comme il y a d'autres choses qui arrivent, alors attendez, comme il y a d'autres questions, je regarde. Ouais, il y a une remarque qui est très juste sur les leviers reproduction ne risquent-ils pas d'être plus ou moins remis en cause avec les risques sanitaires en augmentation? Alors c'est tout à fait vrai. Et c'est vrai que là, je pense qu'il va être compliqué, c'est en fait de simuler les impacts, parce que là, c'est vrai que pour l'instant, on est seulement à se dire quel est l'impact du stress thermique sur les animaux en termes de production et de reproduction, et juste ça, c'est déjà très compliqué à modéliser, hein. Mais effectivement, ce qui va mettre entre guillemets en plus le bazar, on va rajouter une couche, c'est les aléas, enfin les risques sanitaires en plus, qui auront aussi effectivement d'autres impacts, donc on pourrait cumuler, quoi. Mais ouais, tout à fait. Ouais. Je regarde si, par rapport aux dernières questions qui sont arrivées, je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Et ben, on finit même un peu en avance, c'est merveilleux. Et ben, merci à tous de votre participation. Donc, je redis, tout sera mis en ligne sous quelques semaines sur le site de IDEL. N'hésitez pas, si ça vous intéresse. Donc, il y aura les autres instituts techniques qui feront leurs webinaires, je pense plutôt courant fin mai, juin, voire peut-être certains à la rentrée. Voilà. Et ben, merci à tous et puis